Merci de nous choisir chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue Désordre News, votre espace d'information, des traitements d'actualité. Nous sommes déjà là. Nous, c'est Vicky Moukeba, ma complice. Bonsoir, Pamphile. Bonsoir. Voilà, mesdames et messieurs, vous n'avez pas tort, vous qui avez choisi la RTGA Haute pour vous informer. Le rendez-vous est pris. Donc, aujourd'hui, nous avons une table bien garnie avec le menu du jour, ou sinon de la soirée, n'est-ce pas? De quoi sera-t-il question, Vicky Moukeba? Effectivement, Pamphile, il y a turbulence au sein de la majorité présidentielle. Le G7, à savoir l'ARC, l'UNADEF, l'UNAFEC, le MSR, l'ADP, le PDC et l'ACO avaient adressé en début de semaine une lettre ouverte à l'autorité morale Joseph Kabila. Ses fondeurs l'accusent de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà de 2016 et cette attitude leur a valu l'auto-exclusion de la majorité présidentielle. L'action de fondeurs est une trahison à l'endroit de Joseph Kabila. À ce sujet, nous allons nous entretenir avec le président du regroupement des parlementaires patriotes honoraires, Denis Kambaï. Et nous parlerons également de la controverse de l'opposition face à la tenue du dialogue. Nous avons déjà sur ce plateau Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC, parti cher au sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Voilà, mesdames et messieurs, Vicky Moukeba vous a donné le sommaire de ce qui sera traité dans cette émission. Vous le savez bien, le G7 appartient désormais au passé par rapport à la majorité présidentielle. On en parlera dans cette émission. Le dialogue, il y en aura, oui ou non. En tout cas, l'opposition semble être jusqu'au jour d'aujourd'hui divisée. Il y a un camp pro-dialogue, un autre contre-dialogue. Vraiment, nous allons essayer de comprendre de quoi il est question parce que nous recevons pour vous Jean-Jacques Mamba. Il est porte-parole du MLC, c'est l'opposition qui est hermétiquement contre le dialogue, c'est cela? Bonsoir. Bonsoir. On va le dire comme ça, mais bon, vous savez, nous ne sommes pas les seuls. Apparemment, l'UDPS a rejoint le camp du non-dialogue. Donc, c'est une question qui est quand même cruciale par rapport aux attentes de ce dialogue. Ce qu'attend le chef de l'État, ce qu'attend la population. Du moment que ces attentes-là ne se rencontrent pas, ne se croisent pas, c'est ce qui explique que nous sommes campés sur nos positions. Vous estimez que c'est vraiment une nécessité nécessitante de prendre une position contre le dialogue alors que même les Français même disent que le linge, ça c'est l'avant-famille, c'est autour d'une table qu'on peut régler les questions de la République. Mais le fait de se retirer, se mettre à l'écart, dire nous on ne va pas dialoguer. Et alors, le contraire du dialogue. Mais l'UDPS qui a pensé le contraire nous a renvoyé des échos du pré-dialogue dans lequel il aurait été question d'une transition et d'un partage du pouvoir. Et donc, c'est les raisons pour lesquelles l'UDPS s'est rétracté. Donc, nous savions déjà que l'objet fondamental pour lequel le président Kabila a convoqué le dialogue, c'est l'impossibilité d'organiser les élections selon les délais constitutionnels. Et partant de là, organiser une transition pour permettre de préparer au mieux les élections d'après ce que nous avons entendu. Donc, nous ne sommes pas pour, nous ne sommes pas dans cette vision-là. Et donc, je pense que notre position peut être justifiée parce que nous avons la possibilité dans ce pays en 14 mois, parce qu'il reste 14 mois avant les échéances présidentielles et législatives, nous avons la possibilité, notre pays est capable de réunir les moyens nécessaires en collaboration avec la communauté internationale ou des pays amis pour avoir ces élections-là. Donc, nullement besoin d'aller dans un dialogue qui va retarder les échéances. Nous demandons au chef de l'État ainsi qu'à sa majorité, bon, bien sûr une majorité maintenant éclatée, d'organiser l'État de telle sorte que nous puissions avoir ces élections et que le pays en soit apaisé. Oui, parce que vous citez l'UDPS, il n'est pas question de l'UDPS ici, mais à ce que je sache, l'UDPS a commencé les pré-dialogues en Italie, en Espagne. L'UDPS n'a pas dit non au dialogue. L'UDPS s'est rétracté momentanément en attendant que la majorité présidentielle recadre les choses et je crois que les négociations pourront reprendre d'un moment à l'autre. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a par exemple la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition politique qui ne veut même pas entendre parler du dialogue. Vous, le MLC, non plus, vous ne voulez pas qu'on parle du dialogue. Mais vous êtes toujours pour les armes, et pourtant c'est le dialogue qui peut régler les choses. Le contraire du dialogue, ce n'est pas nécessairement les armes. Pourquoi est-ce qu'on doit susciter la phobie et dire que refuser le dialogue, c'est accepter la guerre? Ce n'est pas, le dialogue et la guerre ne sont pas des antipodes. On peut refuser d'aller au dialogue et avoir aussi des élections apaisées. On peut refuser d'aller au dialogue et constater que le chef de l'État, à la fin de son mandat, quitte le pouvoir en toute quiétude. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on oppose ceux qui ne veulent pas de dialogue
et qu'on leur dise que si vous ne voulez pas de dialogue, il y aura la guerre. Il n'y aura pas la guerre dans ce pays. Oui, parce que vous reprochez au gouvernement un certain nombre de choses. Mais le gouvernement est incapable, le président de la République doit donner un signal fort. Il faut qu'on limoge le Premier ministre. Le Premier ministre a été incapable d'organiser l'État tel qu'on lui a demandé de le faire, notamment sur la partie budgétaire, c'est-à-dire les dotations allouées à l'organisation des élections. Dès l'instant qu'il n'y a pas de performance et que le gouvernement, le chef du gouvernement n'a pas rempli ses obligations, on doit changer cette équipe. Le chef de l'État le chef de l'État dit, il a la main tendue, venez autour d'une table, dites-le lui. Non, le chef de l'État, pour changer l'exécutif, il n'a pas besoin de dialogue. Lorsqu'il a nommé M. Matata, il n'a pas eu besoin de dialogue. Et vous non plus, il ne faut pas utiliser les médias pour donner des injonctions au chef de l'État. Nous ne donnons pas des injonctions, nous disons que le chef de l'État doit tirer les conséquences de l'incapacité de son gouvernement de répondre non seulement aux objectifs constitutionnels, enfin aux prescrits constitutionnels, mais aussi aux attentes de la population. Lui-même l'a dit d'ailleurs à son Premier ministre, rappelez-vous bien, qu'il disait, écoutez, vous parlez des chiffres, des performances macroéconomiques, mais le Congolais continue à souffrir, donc certainement que lui-même a constaté qu'il y avait un contraste, mais il n'a pas été plus loin que constater cela. Il devait, en ce moment-là, remanier son équipe. Oui, le MLC refuse le dialogue, mais on sait que d'autres partis politiques de l'opposition soutiennent également le dialogue. Ce n'est pas une façon de vous fragiliser par rapport à vis-à-vis de la majorité présidentielle? Nous sommes dans une démocratie. On devrait éviter, vous avez bien vu aussi au niveau de la majorité, que bon, le G7 dit autre chose. Ça veut dire que nous sommes dans l'opposition, nous étions en concertation nationale. Il y a des partis qui ne sont pas venus en concertation nationale. À l'époque, nous estimions que nous avions assez de temps, en 2013, pour organiser et donner on va dire comme ça, des conseils ou des recommandations à l'exécutif national pour que les choses se passent bien et que nous ayons une transition apaisée. Enfin, pas une transition, je veux dire une alternance apaisée. Donc, ça, c'était en 2013, nous avions cette position. Beaucoup de partis ont refusé de nous suivre, notamment l'UDPS. Aujourd'hui, nous sommes en 2014, il nous reste 14 mois pour les élections. Nous avons un gouvernement qui nous dit qu'il est incapable ou qui n'a même pas les moyens d'organiser des élections à suffrage indirect, donc celles des gouverneurs. On ne voit pas ce qui va présager après, donc nous disons, dans ce cas-là, nous n'allons pas les discuter pour cautionner une forme de glissement qui va sûrement intervenir de par l'incapacité du gouvernement. Oui, M. Jean-Jacques Mamba, vous êtes porte-parole du MLC. Vous ne vous sentez pas gêné le fait que le pouvoir ait commencé le pré-dialogue rien qu'avec l'UDPS, alors que vous vous dites être aussi une force politique importante? Non, il vous souviendra que M. Kalev, le directeur de l'ANEV, est venu est venu au MLC. Il est allé voir plusieurs partis avant de contacter l'UDPS. Donc nous avions déjà décliné. Nous avions dit que toutes les questions électorales seront discutées au sein du dialogue. Donc ce n'est pas que nous nous sentions gênés parce que nous avions décliné cette offre dès le départ, mais nous disons simplement que l'UDPS, qui est un parti que nous respectons et nous respectons son président, avait pris l'option d'aller en pré-dialogue pour se mettre d'accord sur certains points. Mais voilà que ça a capoté et nous avons appris de la part de M. Félix Tshisekedi que les propositions mises sur la table n'avaient pas enchanté l'UDPS, notamment celle de partage du gâteau, entre guillemets, et celle d'une transition qui n'arrange pas l'UDPS. Donc, à partir de ces échos-là, notre position est renforcée. Vous avez parlé du processus électoral, mais d'après vous, quelle est la voie de sortie par rapport à tout ce qui constitue le blocage au processus électoral? Bon, nous considérons que c'est un blocage organisé. L'État a les moyens... non, c'est un blocage organisé. Vous savez, l'État a les moyens, l'État congolais, je pense qu'avec un minimum de parcimonie, on peut dans le budget trouver les fonds nécessaires, surtout le budget 2016, pour organiser ne serait-ce que les élections qui sont sorties d'une contrainte constitutionnelle en termes de temps, ça veut dire présidentielle et législative. Si M. Matata s'y met, parce que vraisemblablement M. Kabila va garder son Premier ministre, s'il donne des injonctions réelles, avec l'appui de la communauté internationale, en 14 mois on peut faire un miracle. Nous sommes un pays de miracles et nous, opposition, nous disons, il faudra le faire et il faut que le chef de l'État prenne simplement ses responsabilités, qu'on ne se perde pas dans des laïus. Enregistrement de nouveaux majeurs, on le veut bien. Organisation des élections municipales, locales, ça va être très compliqué parce qu'il n'y a pas les moyens pour le faire. Mais les présidentielles, nous demandons vraiment au chef de l'État de prendre ses responsabilités avec son gouvernement. Attends, là c'est vraiment une chasse à l'homme. Pour les élections locales, municipales, des gouverneurs, vous dites, bon, il n'y a pas de moyens, c'est excusable. Mais pour les présidentielles, vous y tenez mordicus. Parce qu'elles ne sont pas sorties de contraintes. Et vous ne pouvez pas comprendre le fait qu'on n'arrive pas... Comprenons-nous bien, elles ne sont pas assorties de contraintes constitutionnelles. C'est-à-dire que la loi de programmation et la loi du découpage, ce sont des lois qui datent depuis 2006. Le président de la République a attendu en 2014 ou 2015 pour les promulguer. On pouvait le faire depuis très longtemps. Donc ça, c'est comme je vous ai dit ici, c'est une faillite de l'État organisé. Mais
au niveau de la Constitution, l'article 220 est tout à fait strict et il n'est pas aussi strict pour les autres types d'élections. Donc nous disons, par rapport à ces élections-là, et comme c'est le chef de l'État qui porte la responsabilité de la non-organisation des élections à temps, si elles n'ont pas lieu, nous disons, vaut mieux aller aux élections présidentielles pour que nous ayons un nouveau chef de l'État qui peut être aussi de la majorité, mais qui pourra continuer le processus. Nous ne disons pas qu'il faut... L'alternance, ce n'est pas un cadeau. L'alternance, il faut convaincre la population pour arriver à l'alternance. Il se peut que le programme de M. Kabila ait convaincu durant les 10 dernières années la population et qu'on revote la majorité, mais au moins que ce jeu-là, ou que les conditions d'alternance soient garanties pour que nous allions aux élections, c'est ce que nous demandons. Donc ceux-là qui revendiquent à tout prix l'enregistrement ou l'enrôlement de nouveaux majeurs, là, on peut s'en passer. On peut le faire en 4 mois. Le tout, c'est un problème de volonté. Vous savez, enregistrer de nouveaux majeurs, ce n'est pas très compliqué. Nous avons des expériences. Nous avons des paradigmes de 2006, de 2011, où on a vu que c'était possible, avec quelques moyens, d'enregistrer les nouveaux majeurs qui sont estimés aujourd'hui à moins de 10 millions. Donc c'est possible en 4 mois si le gouvernement met les moyens, au lieu de mettre les moyens dans des bâtiments intelligents, acheter des avions à 50 millions qui tombent en panne, et ainsi de suite. Donc on peut prendre cet argent et commencer une opération d'enrôlement de nouveaux majeurs. Je vais terminer en vous rappelant qu'il n'y a pas... C'était sur ce plateau, nous parlions de l'ONIP. Si vous vous souvenez bien, le porte-parole du gouvernement nous disait que les 460 millions dont avait besoin l'ONIP étaient disponibles. Vous vous rappeliez à l'époque, avant le mois de janvier, M. Mende est passé à la télévision pour dire que le gouvernement n'a pas de problème de moyens et qu'on va disponibiliser les 460 millions. Donc, si le gouvernement avait 460 millions en janvier, je ne vois pas comment aujourd'hui il ne peut pas avoir 2 millions pour organiser les élections de gouverneurs. Mais nous n'en sommes pas là, nous disons que ces 460 millions qui n'ont pas servi à l'ONIP puissent au moins aider à commencer d'ores et déjà, d'ici le mois prochain, à faire l'enrôlement des nouveaux majeurs. Oui, vous êtes avec le G7. Nous ne sommes pas avec le G7, mais nous rejoignons sur notre préoccupation, c'est une préoccupation commune, celle de voir la Constitution respectée. Nous avons un point commun, mais ils ne sont pas de l'opposition, ce sont apparemment des centristes, donc nous ne sommes pas ensemble. Mais votre lecture par rapport à tout ce qui s'est passé? Écoutez, tous les Congolais, même ceux qui ne sont pas de l'opposition, même ceux qui ne font pas de la politique, ont besoin d'avoir des élections en 2016. Pour la bonne et simple raison qu'il y a plusieurs promesses qui ont été faites depuis 2006, depuis 2011, et comme vous le savez, ces promesses n'ont pas été tenues. On nous a exhibé des bâtiments, on nous a exhibé des routes, mais les gens continuent à souffrir. Et je pense que le quotidien des Congolais ne leur permet pas aujourd'hui d'accepter, c'est ce qui s'est passé au mois de janvier, d'accepter que nous allions au-delà de ces délais-là. Les Congolais veulent voter et on doit leur donner cette possibilité-là l'année prochaine. Oui, M. Jean-Jacques Mamba, je voudrais que vous fassiez une analyse tout à fait objective, en responsable, par rapport au comportement du politique congolais. Nous avons été avec Vital Kamerhe qui était aux affaires. Il a bouffé. Rassasié, il s'est dit, bon, maintenant je claque la porte, il est parti. Aujourd'hui, les Kamitato et consorts, ils sont aux affaires, ils bouffent. Rassasié, ils disent, ils quittent. C'est vraiment un bon comportement pour un homme politique. Écoutez, vous savez, lorsque vous dites en responsable, déjà lorsque vous dites il bouffe, si M. Kamerhe vous suit à la télévision, il va s'en plaindre. Non, écoutez, vous savez, l'opposition, je serai en mesure de le convaincre. L'opposition, c'est un peu une blanchisserie. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir la qualité d'opposant pour être détaxé de tous les méfaits de gestion dont peut avoir été auteur. Ça veut dire que si M. Kamerhe peut être reproché par rapport à sa gestion, ce n'est pas parce qu'il devient opposant qu'il devient saint. Cela est valable pour tout le monde. Donc ce que je veux dire, c'est que nous nous battons pour que nous ayons une vraie république dans laquelle nous allons au-delà de l'affinité politique pour sanctionner ceux qui enfreignent les lois. Ce qui n'a pas été le cas avec la majorité pendant 10 ans. Vous avez remarqué qu'on ne veut pas sanctionner les ministres. Chaque fois qu'il y a une motion de censure, la majorité fait un bloc pour que les personnes ne soient pas sanctionnées. Maintenant, nous nous battons pour l'avènement d'une république. Et pour que cette république arrive, il faut que tout le monde soit responsable. Ce qu'a fait M. Kamitatou, il l'a fait en toute responsabilité. Il a démissionné parce qu'à un certain moment, il a vu que la lecture n'était pas claire. Il a été révoqué. Je pense qu'il a déposé sa lettre de démission avant, mais bon, révoqué ou démissionné. Heureusement, vous ne confirmez pas, mais nous savons Moi, ce que je sais, c'est qu'à un certain moment, ils ont pris le courage, et ce n'est pas la première fois, c'est la 3e fois qu'ils écrivent au chef de l'État pour lui faire montre de leurs inquiétudes par rapport à la ligne qu'adopte la majorité. Et pourquoi ont-ils attendu la 3e fois? Parce qu'ils pouvaient quitter déjà la première fois. Ils ont cru en la bonne foi. Vous saviez, la première fois, M. Mende parlait de référendum. Après, on a parlé de modification du type de scrutin. Il y a eu beaucoup
de stratagèmes comme ça autour de cette histoire d'élection, de telle sorte qu'il y a même des gens dans la majorité qui ont continué à croire que devient M. Francis Kalombo. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont tenu ce genre de langage contre les velléités, entre guillemets, prêtées au chef de l'État en ce qui concerne un éventuel troisième mandat, toutes ces personnes ont disparu de la circulation. Donc ici, ce n'est qu'une manière pour nous de confirmer qu'il y a des réelles craintes, même au niveau de la famille présidentielle, de voir le président Kabila ne pas respecter la Constitution. Mais nous, en tant que républicains, nous pensons qu'il va le faire. Nous aimerions penser qu'il va le faire et nous l'encourageons à le faire parce qu'en ce moment-là, il sortira grand homme et je pense très bien que cela vaut pour lui et cela vaut pour tous les chefs d'État. Est-ce que l'action des frondeurs n'est pas une trahison à l'endroit du chef de l'État et de la majorité? Étant donné qu'ils ont évolué ensemble. Non, on peut leur reprocher que la lettre était déjà mise sur la place publique avant qu'elle arrive au niveau du chef de l'État. On peut leur reprocher cela. Mais moi, je ne suis pas de la majorité présidentielle pour apporter un jugement contre des... Ça, c'est leur famille. Ils ont qu'à régler leurs problèmes en famille. Mais je constate, en tant qu'acteur politique, je pense que c'est un bon signe. Je pense qu'il faut que nous arrivions à un certain moment à se dire que ce n'est pas du fait que nous soyons de la même famille politique que nous devions tous penser de la même manière. Il faut qu'à un certain moment, nos intérêts personnels, nous les mettions de côté. On ne peut pas, pour une seule personne, pour une personnalité, pour un groupe de gens, modifier le destin de toute une nation. Donc je pense qu'à un certain moment, nous sommes tous d'accord sur le fait que nous avions une constitution adoptée depuis les accords de Sun City, dans laquelle il est dit que le chef de l'État a 2 mandats, pas plus. Si nous n'arrivons plus à nous mettre d'accord sur cela, ça devient un problème. Donc s'ils ont pris ce courage-là, moi je les félicite. Maintenant les motivations, chacun peut interpréter comme il veut. Votre mot de la fin Mais c'est toujours un plaisir de partager des moments avec vous, c'est souvent court. Mais bon, ce que je pourrais dire à ce stade-ci, c'est que la situation est difficile. La situation est difficile parce qu'avant nous pensions et nous croyions que nous, opposition et société civile, étions les seuls à avoir ces craintes que la majorité actuelle, notamment le chef de l'État et son exécutif, avait la réelle volonté d'organiser les élections. Maintenant que le G7 s'est prononcé, on comprend que ces craintes-là sont partagées. Le chef de l'État, en tant que garant de la nation, constatant que dans sa famille politique et dans l'ensemble du pays, il y a des réelles craintes, et si ce n'est pas vraiment le cas, ce ne sont pas ses intentions, doit prendre ses responsabilités, trouver un modus, un moyen de faire comprendre et de rassurer toute la classe politique pour que ce pays se tranquillise. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est que le pays est en ébullition et le chef de l'État ne rassure pas, il ne rassure pas l'opposition, il ne rassure même pas sa propre famille. Il est vraiment temps qu'il prenne les mesures nécessaires pour que tout le monde soit rassuré et que nous ayons vers une alternance qui soit paisible. Voilà, nous rappelons que nous recevions pour vous, mesdames et messieurs, M. Jean-Jacques Mamba, il est porte-parole du mouvement de libération du Congo, MLC, voulais-je dire, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Merci, M. Jean-Jacques. C'est moi qui vous remercie. Nous allons vous retrouver prochainement pour d'autres tranches. Ok, merci. Et en attendant que nous recevions le président du groupement des parlementaires patriotes honoraires, j'ai cité Denis Kambaï, nous allons faire un petit saut à la régie.